What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Guts MMA, on est back cette fois-ci pour Breakdown UFC Mexico. On a Brandon Moreno qui va affronter Loner Kavanagh en relativement short notice, on va dire comme ça. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle, comme d'habitude, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à dropper un like, un follow. Vous pouvez partager également. Si vous en voulez plus, ça se passe entre autres sur Instagram. Et si vous êtes des degenerate gamblers comme moi, vous voulez un petit edge sur les marchés, pousser un petit peu plus loin, c'est sur Patreon que ça se passe. Donc pour voir quel pari je fais, combien miser et pourquoi, eh bien c'est tout là que vous pouvez y avoir accès. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas là, à m'en faire part. Fait que let's go, guys. Sans plus tarder, je partage mon écran, puis on commence à breakdown la carte. On a quand même là, 13 fights, donc du pain sur la planche, là, c'est le cas de le dire. Au premier combat, on a Wes Schultz qui va affronter Damien Pinas en ouverture de carte. Bon fight, très intéressant. On a Wes Schultz qui est 8-2 chez les pros, 8-1 chez Pinas. À noter que sa défaite à Pinas, c'est une défaite par disqualification, si je ne me trompe pas exactement. Niveau des odds en ce moment, il y a Pinas qui est quand même un favori décent à moins 270, du moins sur Tapology, mais on va aller vérifier là, de quoi ça a l'air sur les marchés actuels par après, là, comme d'hab. 29 ans pour Schultz, 23 pour Pinas, c'est un bébé dans le royaume du MMA. Un combat chez les middleweight, la grandeur pareil, il y a un petit avantage de portée là, pour Pinas. C'est drôle, toute la semaine, j'ai entendu des breakdowns, des podcasts ou des cappers anglais. Puis ils faisaient tous des gags, ils disaient tout penis au lieu de penis. Fait que bref, peut-être que vous allez m'entendre également. Communauté largement du côté de penis. Puis honnêtement, je trouve ça quand même un petit peu exagéré là, à ce pourcentage-là. Ça, on va voir là, au niveau des odds. Let's get a look comment ça a l'air en ce moment. On a Schultz à plus 2,30, moins 270. Ça reflète à peu près les odds de Tapology. Puis honnêtement, c'est une carte qui n'a pas une tonne d'underdog qui me plaise. On va le dire comme ça. Il y en a tout le temps qui passent sur toutes les cartes, pas une tonne. Mais dans ce cas-ci, Wes Schultz, c'est un que je pense qui est live. Je vous explique pourquoi un petit peu. On va commencer Breakdown Penis pour ceux qui ne le connaissent pas. Il vient de Contender Series, donc il a fait son premier combat là-bas récemment. Sinon, il a pas mal crushé des cannes sur la scène régionale. Un classique, on va dire comme ça. Toutes ses wins sont par finish. 5 knockouts, 2 subs. C'est un spécimen physique très puissant, cogne très très dur, mais tout de même green, là, à 23 ans, je veux dire, on n'a rien vu de lui encore, puis il y a beaucoup de chemin là, à faire. Sinon, ce que j'aime moins, c'est qu'il est plutôt, du moins de ce qu'on a vu de lui récemment, c'est qu'il est quand même statique, flat-footed. Il défend beaucoup en shellant ses mains très hautes. Contre Schultz, qui est principalement un grappler, je pense que ça pourrait lui ouvrir des belles opportunités là, pour les takedowns. Le fait qu'il soit justement un peu moins mobile, puis qu'il ait sa high guard de la sorte sur les punches. Puis comme je dis, il est tout nouveau dans le game, là, fait qu'il n'y a pas une tonne d'expérience en lutte, en jiu-jitsu notamment. Puis c'est là que Wes Schultz, il shine le plus. Schultz, vous en souviendrez peut-être, là, il a fait 2 apparitions à Contender Series. La première contre Mansour Abdul Malik, qui est un autre freak de la nature. Là. Ce gars-là, c'est une force brute, il cogne fort, il a un bon fight IQ, il a plus d'expérience également. Schultz lui a quand même donné du trouble au premier round, mais le problème avec Schultz, c'est même si c'est un très bon lutteur, d'ailleurs, je pense qu'il est D3 All-American ou quelque chose comme ça, là, mais il n'a pas un super bon cardio, du moins c'est ce qu'on a vu de lui dans ce combat-là. Au round 2, il est complètement flat gas out, c'est quasiment un TKO par exhaustion. Il est au sol, il se fait reverse, puis il se fait ground and pound, c'est pas un knockout out cold, c'est juste qu'il se défend plus, puis il est complètement fatigué. Son striking est très un peu décousu, on va le dire comme ça. Il y a beaucoup moins de power que son adversaire. Mais sa force, on l'a dit, c'est la lutte. Il y a un jiu-jitsu très créatif. Puis d'ailleurs, à son deuxième combat, à Contender Series,
Il a droppé, oui, son adversaire, un knockdown early, ça s'est fini vite. Là. Il n'a pas manqué de cardio dans ce cas-ci. Mais après ça, il est allé au sol, puis toute qu'une soumission, là, sur le F stretch, là, on ne voit pas ça tous les jours. Si vous ne l'avez jamais vu, cette sub-là, allez jeter un œil pour de vrai. C'est vraiment impressionnant là, comment il a terminé son adversaire dans ce combat-là. Fait que je pense vraiment que Schultz, il est live early, s'il est capable d'obtenir des takedowns. Il pourrait donner une petite leçon là, à Penis. Par contre, si ça s'extend, son cardio, très douteux. Faut pas oublier par contre que Penis, je pense qu'il n'a jamais vu. Il est allé une fois au deuxième round de mémoire. Il n'a jamais vu de troisième round. Fait que de quoi a l'air son cardio, on ne sait pas non plus. Un gars qui est puissant, qui est physique de la sorte, pourrait ralentir également. Et dernier facteur qu'il faut que je vous souligne, qui va être important à considérer pour toute la carte, en fait, là, c'est que c'est à Mexico City, puis c'est en élévation. Donc, c'est quoi, 7000, entre 7 et 10 000 pieds d'altitude, on va dire comme ça. Puis pour ceux qui ne savent pas, ça a un gros impact négatif sur le cardio. Donc, si tu t'acclimates pas bien ou whatever, ben, ça peut vraiment, vraiment affecter là, les capacités cardiovasculaires. Fait que puis honnêtement, souvent les cartes en altitude, il y a toutes sortes de surprises puis de upsets. Donc honnêtement, c'est deux gars qui font leur UFC début en même temps, pas trop prouvé, cardio me douteux des deux bords, classique grappler versus striker, ça peut aller de multiples façons. Je pense que c'est Wes Schultz by sub early ou Penis qui va knock the fuck out Wes Schultz. C'est de même que je vois ça. C'est les deux issues possibles, à mon avis. Mais à plus, on a dit comment, 190, même plus que ça, je pense plus 200-ish. J'ai tendance à s'aider du côté de Schultz en ouverture de carte. Donc, ça va être mon pick officiel là, pour débuter. Next up, on a Eric Silva qui va affronter Francis Marshall et une belle ads. Sacré Tapology. Si on regarde ici, Eric Silva 9-3 chez les professionnels, 8-3 pour Marshall. Qui est d'ailleurs un énorme favori. Puis vous verrez sur cette carte-là, il y a beaucoup de très très gros favoris. Des odds vraiment élevés par rapport à ce qu'elle devrait être dans plusieurs cas. Fait que soyez prudents là, avec les chalky favorites. Underdog tag pour Silva, un combat qui va avoir lieu chez les featherweight, 38 ans, là, à l'aube de ses 39 ans pour Silva, 26 ans pour Marshall, fait gros gap d'âge, la taille identique, un pouce de plus de portée pour Marshall, communauté largement du côté de Marshall, et je vais sider là, avec lui également. Si on va voir au niveau des odds, puis vous pardonnerez, là, je pense que c'est laggy un petit peu là, pour l'image, mais le son semble bien suivre. Mais bref, Marshall actuellement moins 725, on a du moins 690, meilleur price sur le marché, c'est vraiment élevé, mais je pense que Marshall devrait cruise ici. Donc si vous ne connaissez pas Francis Marshall, c'est un très bon prospect là, à mon avis. On va checker un petit peu qu'est-ce qu'il a fait lately. Donc, il était rentré à Contender Series, par Contender Series en 2022. S'est battu contre Marcelo Rojo. Un finish quand même assez belle performance là, de Marshall. Qui est principalement, je veux dire, c'est un prospect complet. Souvent, les prospects qui arrivent de nos jours sont très très complets, mais il shine vraiment au sol. Il y a une bonne lutte, un bon ground game, un bon contrôle. Après ça, split decision loss contre William Gomis, qui est un combattant très talentueux là, au UFC, qui nous démontre qui nous surprend d'une fois à l'autre. Au début, j'étais très sceptique sur Gomis. Puis finalement, il s'avère être très doué. Il faut lui donner son crédit. Marshall qui a une split decision loss contre lui. Je pense que Gomis a gagné fair and square. Combat suivant, Isaac Dulgarian. Vous le connaissez, le fameux scandale Dulgarian contre Yadir Delval. Et honnêtement, c'était des odds pick-em, 50-50 pratiquement. Si Dulgarian n'était pas un léger underdog au départ. Francis Marshall s'est fait smoke, c'était même pas compétitif. Ça montre encore une fois à quel point Isaac Dulgarian est un combattant solide puis qu'il a lancé la serviette là, pour son combat contre Delval, ça n'a aucun sens. Là. Pour subir ce type de traitement-là, Francis Marshall, il faut être très 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 solide. Est revenu contre Denis Buzukja, split decision win, un knockdown, je pense qu'il méritait ce combat-là, à mon avis, mais tout de même serré à certains points. Puis son dernier fight contre Miron Santos, qui est un autre prospect très solide dans la division, là, très très talentueux Santos. Marshall qui a perdu la split decision, mais pour de vrai, je lui donnais le combat, je l'ai réécouté d'ailleurs là.
cette semaine en prévision du fight. Puis à mon avis, c'était une décision assez claire pour Marshall. Mais bon, je ne suis pas le juge. Mais Marshall qui a blessé Santos, il n'a pas été crédité avec un knockdown, là, mais il a vraiment droppé. Il lui a fait bobo, on va le dire comme ça. Je dirais que son striking n'est pas justement aussi clean que Mayron Santos. Mais il y a un sneaky power, puis il est game de trade. Puis quand il mixe les takedowns, le contrôle avec ça, fine, let's go, il peut trouver des belles ways vers la victoire. On va dire comme ça. Puis de côté, Eric Silva, rentré aussi par Contender Series en 2022, fait que la même saison là, que Marshall pratiquement, s'est fait soumettre à son UFC début au 3e round contre Eric Silva, contre TJ Brown, pardon, c'est lui Eric Silva. Combat intéressant, mais on voit que le ground game de Silva est suspect. Puis d'ailleurs, à ce point-ci, là, en 2022, Silva, c'était un blue belt en jiu. Fait qu'il a dû faire du progrès un peu, mais ça vous démontre un petit peu son niveau sur le tatami. Il vient plus d'un background de karaté-ish. Quand même rapide, explosif, là, debout, bonne puissance également. Puis son combat suivant contre Naimov, il a perdu par TKO au premier round, mais en vrai, je pense que c'est. Je sais pas s'il s'est snappé le tendon d'Achille dans la cage, là, mais il se blesse là, early dans le fight, fait qu'on n'a pas eu la chance de vraiment le voir. Mais ce qui arrive avec Eric Silva, c'est que c'est un combat justement là, chez les featherweight, mais il est rentré par Contender Series à 35 ans. Fait que tu sais, à cet âge-là, ta fenêtre d'opération, surtout dans une catégorie de poids plus basse, est pas super large. Puis là, d'avoir une blessure aussi sérieuse. En 2024 ici, puis il y a eu un gros gap, vous voyez, là, en 2022-2024 aussi, il y a eu beaucoup de temps off. Là, en 2024, il s'est blessé sérieusement sur les bancs. Il revient, il est rendu à l'aube de ses 40 ans, je pense qu'il a perdu, de ses 39 ans, pardon. Je pense qu'il a perdu un temps assez précieux là, pour ce qu'il pouvait accomplir au UFC level. Il va commencer à régresser physiquement, c'est sûr et certain, surtout s'il est banged up. Il n'y a pas une tonne d'expérience chez les rangs professionnels en MMA. Je veux dire, Marshall, il a pratiquement un fight de moins de lui, puis il a 26 ans. Et le jiu suspect, on l'a dit, je pense que Marshall ici, il va être game de trader, d'échanger avec Silva peut-être pour setter ses amener au sol. Mais une fois Marshall qui réussit à amener Silva là, sur le tatami, je pense que ça va être son monde puis qu'il va réussir à trouver un finish. Silva a tendance à donner son dos en se relevant. Marshall, très bon back take. Je pense qu'il va être capable de capitaliser. La sub, c'est l'issue que je prédirais pour la victoire de Marshall. Mais je serais même pas surpris qu'il clippe là, un Eric Silva debout avec la garde un petit peu plus basse, moins rapide, les réflexes moins là, le lay-off, le ring rust, etc. Il pourrait le clipper très bien au final, même en ground and pound. Mais ma prédiction, ça va être Francis Marshall et probablement là, par finish. Alright, next, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est un combat ficelé un peu dernière minute. Je n'ai pas encore fait le tape study là, sur ce duel. Donc, on a Regina Tarin qui prend le combat en short notice à quelques jours d'avis contre Ernesta Cariaquetiet. J'ai probablement massacré son nom. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Quand même, Regina Tarin qui est locale, qui vient de Mexico, la underdog. 21 ans, excessivement jeune, un catchweight à 130 livres, sûrement vu le short notice. Mais écoutez, j'en connais pratiquement pas sur Regina. Ernesta, je sais qu'elle est très solide, signée à Contender Series après sa guerre contre Carly Judis. Puis vous savez que je suis quand même assez high là, sur Carly. Grosse war, très bon combat. Fait que depuis 1-1 au UFC level, mais écoutez, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus là, sur Tarin avant de pouvoir vous dire quoi que ce soit. Fait que restez à l'affût si vous voulez le pick. Mon pick officiel, ça va être je suis plus capable. Si vous voulez mon pick officiel, ça va être sur Instagram là, demain. Fait que vous aurez jeté un œil, mais je ne vais pas vous dire n'importe quoi puisque j'en sais pas plus que vous là, sur ce duel. Next up, on a Douglas Silva de Andrade versus Javier Reyes. Qui fait son UFC début également. Donc, beaucoup de combattants qui font leur premier fight au UFC. Sur cette carte-ci, on a le retour de Douglas qui est 29-6 chez les pros, 22-5 pour Reyes, qui est tout de même un bon favori. 40 ans versus 32 ans. Combat chez les featherweight. Et d'ailleurs, c'est le premier combat chez les 145 livres là, de Douglas. Douglas qui devait se battre relativement récemment.
Je pense que c'était un catch weight, même à 140. C'est 135, 140, je sais plus, bref. Mais il a dû pull out raison médicale, là, probablement la weight cut qui était rendue très difficile. À son âge, je peux comprendre. Vous allez voir ses combats là, à Douglas dans le passé à 135 livres. Le dude est shred as fuck. Fait que je peux comprendre que c'est rendu difficile à 135, mais là, il va faire son début. 145 livres. Au niveau de la taille, pareil pour les deux, mais tout de même un bon avantage de portée là, pour le Colombien en Javier Reyes, communauté beaucoup de son côté. C'est un des underdogs qui est live sur la carte. Est-ce que je vais en venir à le pick? Je sais pas. Mais je pense que Douglas, il y a une chance. Si on va voir les odds, moins 2,15, plus 185. Quand même intéressant, je vous dirais. Là. Puis, tu sais, Douglas, là, si vous n'êtes pas un hardcore ou si vous commencez à suivre le UFC, là, il est all-around depuis très longtemps. Là. Il s'est battu avec les meilleurs là, de la division, là, même des OG, là, OG Champs. On y va dans un instant. Mais je veux dire, c'est sûr, dernièrement, il a ralenti un petit peu à son âge, c'était pas le choix, mais ça reste des bons niveaux de compétition contre qui il a perdu. Regardez, si on regarde depuis le début de sa carrière, il est arrivé en 2014 UFC. Ceux-là un petit peu moins. Il s'est fait battre par Rob Font. Très très bon fighter. Il ferait une bouchée de Reyes à mon avis encore aujourd'hui. Il y a une victoire sur Marlon Chito Vera qui se bat en demi-finale. Défaite contre Petrian, qui est un absolute stud, vous le savez, j'ai pas besoin d'en dire plus. Battu Renan Barao. Renan Barao, si vous le connaissez pas, il a été champion de la division des Bantamweight pendant un bon moment. Là, justement, quand j'ai commencé à regarder UFC, c'était lui le champ, très très bon fighter. A perdu une décision contre Leron Murphy, qui est un title contender en ce moment même. Après ça, 2 wins sur des combattants mid, on va se le dire. Perdu contre Saïd Nurmagomedov. Combattant moyen, mais tout de même plus haut niveau que ces deux-là ici. D'ailleurs, son combat contre Sergei Morozov, si vous voulez un banger, c'est un très très bon fight. Là. Belle victoire contre Cody Stamann, mais il s'est quand même fait drop. On voit qu'il commence à avoir des petites fissures là, au niveau de son menton, sa durabilité. Puis il revient d'un combat, une défaite par décision contre Miles Jones, où il ne s'est pas passé grand-chose, je dirais. Très low pace comme fight. Les deux, ils ont eu certains moments, mais Miles Jones qui a su edger, là, entre autres, avec juste un petit peu plus d'activité et de précision dans ses shots. Par contre, Douglas, là, qui a fait face à beaucoup de blessures, ça fait 20 mois là, qu'il ne s'est pas battu. Fait que comment il va revenir à son âge, revient de blessure, nouvelle catégorie de poids, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Mais reste que c'est un combattant qui est beaucoup plus prouvé à haut niveau là, que Javier Reyes. Puis pourquoi je dis à haut niveau? C'est parce que Reyes, en fait, c'est un vétéran aussi, dans le sens où il y a quand même 27 combats professionnels. Mais toujours été sur la scène régionale. À chaque fois qu'il y avait l'espèce de step-up en compétition sur la scène régionale, ça passait pas. Fait qu'il y a un peu de difficulté avec le higher tier là, des fighters. Finalement, il y a une chance à Contender Series. C'était cet été aussi. Puis chercher un beau finish au premier round. Reyes, je dirais son striking un peu décousu aussi. Je veux dire, c'est pas un striker super technique, mais il est très dangereux. Il swing hard, il fonce, il met de la pression. Il y a une puissance descente dans ses mains. Par contre, j'aime pas trop sa défensive. Là, souvent, il a le chin bien bien haut dans les airs. Je pense qu'il va pressure Douglas puis qu'il va trouver des bombes. Mais Douglas, c'est quand même c'est un petit tank très powerful aussi. On a vu dans son dernier combat contre Mike Jones un combat plus slow pace, mais Mike Jones, c'est pas le genre qui va bring un dogfight non plus. Je pense que Javier Reyes, il va amener un petit peu un genre de fight plus dirty, entre guillemets, là, à Douglas. Puis un des deux va se faire crack, à mon avis. Douglas, il a quand même 20 victoires par knockout en carrière sur un total de, je l'ai ici, 29. Fait que c'est un gros pourcentage de ses wins à Silva de Andrade qui sont par knockout. A perdu une fois par KO, mais récemment, on l'a vu, je l'ai dit, là, des petites failles dans sa durabilité. Javier Reyes s'est déjà fait knockout également à 2 reprises. Puis je pense que le pace, l'intensité qu'il va amener à la table, ça va mener à un des deux qui va tomber. C'est comme ça que je vois le fight. C'est sûr qu'à Dog Money, Douglas, il me tente, mais il y a tellement beaucoup de red flags en même temps, là, vu son âge, etc. Tous les facteurs qu'on a mentionnés plus tôt. Fait qu'en termes de pick, qui je pense va gagner? J'aurais tendance à dire Reyes. Reyes pour la victoire, mais je veux dire, à ce prix-là, là, il est à moins quoi? Moins 2,30, même plus, je pense, encore. Là. On a checké une seconde, mais j'ai pas de mémoire. Non, moins 2,15, moins 2,30. Est-ce qu'il y a de la value, à mon avis? Non.
Je ne le mettrai pas dans des parlays ou quoi que ce soit. Je pense pas que c'est safe du tout. S'il y a un shot à prendre, je pense que ça serait le dog shot sur Douglas. Je vais vous avouer que sur BetOnline, il y a le Fight End by KO qui me titille un peu. Je pense qu'à plus 180, je trouve ça quand même élevé là, si on se fie au narratif que j'ai du combat. Donc, c'est peut-être vers là que je vais m'en aller, mais ça se peut très bien que je passe tout simplement le niveau bet là, sur ce combat-là. Alright, next up, on a Christian Quinones versus Chris Montino, que vous connaissez probablement, mais pas pour les bonnes raisons. On y vient dans un instant. 18-5 là, pour Christian, 14-7 pour Montino, qui est un très gros underdog, un autre heavy favorite ici. 29 ans, 33 ans, combat chez les Bantamweight. Quinones qui a 1 pouce de plus en termes de grandeur, 2 pouces au niveau de la portée. Communauté 80% du côté de Quinones. Fun fight, j'ai l'impression. Les odds encore vraiment trop élevés à mon avis. Moins 700, moins 750, là, c'est énorme là, comme odds. Je veux dire, toute la viande a été grugée. Là. Il reste juste là, s'il n'y a plus grand-chose à nous mettre là, sous la dent ici. Quand je dis, vous vous souvenez sûrement de Chris Montino pour les mauvaises raisons. Chris Montino, on se souvient principalement de lui parce qu'il s'est fait casser la gueule par Sean O'Malley. Là. En 2021, O'Malley qui avait perdu, je ne me trompe pas, son adversaire, Chris Montino qui jump in short notice. S'est fait TKO au 3e round à 4,33. Ça aurait dû aller à la décision, je veux dire, rendu à ce point-là. C'était pas nécessairement un one-shot knockout, mais vous voyez là, les chiffres ici ne mentent pas. Sean O'Malley, 230 coups significatifs versus 70, un knockdown. Il a complètement explosé pour Chris Montino. Donc, on se souvient de lui à cause qu'il a réussi à encaisser une grosse raclée, puis c'est jamais bon signe dans ce temps-là. Puis il y a 2-3 fighters de même sur la carte. Je veux dire, valoriser un combattant pour seulement sa durabilité, c'est jamais super bon signe. Et ensuite, il y a une autre shot contre Guido Canetti. Puis après, le service qu'il a rendu au UFC en allant se faire casser la gueule pour O'Malley. UFC lui ont fait une faveur. Ils ont offert pratiquement, je pense, le match-up le plus accessible pour lui, qui est un Canetti, je pense qu'il avait 40 ans là, quand ils se sont battus. Fighter correct, décent là, au UFC level, mais je veux dire, à 40 ans, il ralentit, pas nécessairement un artiste du knockout non plus. Mais fighter décent all around. Puis Montino s'est fait knockout au premier round. KO, TKO, il est vraiment sonné, là, on s'entend. Il se fait pis ça, puis il reçoit des genoux au corps, il n'y a pas de réponse. La défensive de Montino est très poreuse. Il encaisse tout là, avec son visage, il n'a pas une bonne défense, il n'est pas super explosif, mobile. Je veux dire, il est correct techniquement, je veux dire, sa boxe n'est pas affreuse, mais il manque un petit quelque chose là, dans pas mal tous les aspects, du moins à ce niveau-là. Après ça, il est retourné sur la scène régionale, Montino. On ne peut pas lui enlever ça, là, je peux vous montrer ici. Là. Mais Montino, sur la scène régionale, après cette fête cut, il est allé sur une bonne streak. Là. Je pense qu'il a gagné 5 ou 6 combats d'affilée. Ça, c'est la boxe. Il a perdu contre Guido Canetti. Il s'est fait cut. Il a perdu 2 combats de boxe. Après ça, 1, 2, 3, 4, 5 victoires là, sur la scène régionale et tous des finishes. Vous voyez, là? Bulldog Choke, Ground and Pound, Guillotine, KO, Retirement. Son adversaire a abandonné. Il est capable d'en donner là, contre le lower tier, clairement. Puis, coup de théâtre, il rentre à l'UFC une deuxième fois short notice contre Malcolm Wellmaker, un très gros prospect là, avec de la puissance assez phénoménale dans ses mains. Puis Montino s'est fait knockout cold au premier round, c'était même pas d'autre pour Montino. Fait que là, UFC, ben, ils ont dû signer un contrat, ils ne savent pas trop quoi faire avec, I don't know. Et le match-up contre Christian Quinones, puis ben, c'est un combat que Quinones devrait gagner sur papier, mais je veux dire à quel point il est fiable aussi. Pas à moins 750, oubliez ça. Si Quinones était moins 200, 250, 300, fine. I'm jumping aboard, mais là, à ce prix-là, là, il n'y a plus de jus dans le citron pendant tout. C'est un combattant beaucoup plus explosif, Quinones, dynamique, plus de puissance là, dans ses frappes, debout, une meilleure vision, mais il peut se faire crack aussi, puis on a vu quand même des failles dans son jiu-jitsu. Je dis pas que Montino c'est un super prodige du jiu-jitsu, mais il se débrouille bien, puis il y a plusieurs subs, quelques soumissions là, à son record. Quinones qui a été signé après une victoire à Contender Series 2021.
Après ça, belle victoire knockout, le premier round là, contre Khalid Dara. Combat suivant contre Kyung Ho Kang. Je pense que Quinones était un favori même de mémoire. Mais il s'est fait choquer au premier round. Il s'est fait non seulement choquer, il s'est fait drop. Il avance un peu reckless, sa défensive n'est pas top non plus, les mains un peu plus basses. Il a une bonne vision en général, mais il suffit plus justement sur sa vision, sa gestion de la distance pour esquiver, pour défendre. Il se fait clipper, il se fait drop, se fait prendre le dos et choquer au premier round sans trop de résistance par Kyung Ho Kang. C'est un insta-tap pratiquement. Il est sonné, il n'est plus là, puis il sait que c'est terminé, il tape. Puis son retour ensuite contre Barcelos. Barcelos, on s'entend, c'est un vet qui est très très doué. Combat quand même compétitif. Mais il give up des takedowns. Puis au dernier round, Barcelos, super opportuniste, il réussit à take the back puis à choquer une fois plus Clistin Quinones par Rear Naked Choke. Fait qu'il semble être allergique à cette position-là. Je pense, vu justement la vitesse, l'âge, l'athlétisme, le ceiling, Quinones devrait pincer Moutinho debout. Le peu mobile et le peu defensively sound Moutinho. Mais pour vrai, j'ai vu des affaires bien plus fous au UFC level qu'un Chris Moutinho qui bat Christian Quinones. C'est pas hors de la discussion. Je serais même pas surpris que ce soit beaucoup plus compétitif que ce qu'on pense. Autant qu'il pourrait se faire smoke en quelques secondes. Puis l'autre chose qu'il faut quand même mentionner, c'est Quinones, ça fait 2 ans qu'il ne s'est pas battu. Il y a eu une blessure, je pense, quand même assez sérieuse. Donc 2 ans sur le banc à attendre. Vous voyez, son dernier combat, février 2024, même un petit peu plus que 2 ans. Fait que c'est son comeback. Il donne quand même là, de la bonne chair à pâter pour son retour. Mais encore une fois, comme on parlait plus tôt là, pour Douglas, le ring rust, on ne sait pas comment ça va se passer. Le combat, tout de même, il vient du Mexique. Je ne sais pas quelle région. Mais on ne sait jamais, le stress, l'élévation, normalement, il devrait être quand même conditionné. Mais Chris Moutinho, il a prouvé du moins qu'il est capable de prendre un bon beating en général. En général. Pas toujours. En tout cas, contre Sean O'Malley, il a pris tout qu'un beating. Puis, tout de même, un bon cardio également. Fait que, who knows, mon pick, c'est Quinones. Je pense qu'il va gagner. C'est le favori de façon justifiée. Mais beaucoup trop élevé, là, à moins 750, là, à mon goût. Give me Quinones. Probablement un knockout encore pour Moutinho. Je ne sais pas ce qu'il va l'attendre pour la suite. Là. Mais c'est le scénario le plus probable, là, à mon avis. Up next, on a Macy Chiasson versus Ailin Perez. Les dames going at it. On a Chiasson 10-5 chez les rangs professionnels, 12-2 pour Ailin Perez, la favorite ici. Et j'ai tendance à la favoriser également. 34 ans pour Chiasson, 31 pour Perez. Un combat chez les Women's Bantamweight. Tout de même un bon avantage de reach et de grandeur là, pour Chiasson. 5-11 versus 5-5. 72 pouces, 66 pouces là, la portée. Quand même un 6 pouces de reach là, de différence. Oh my god, la communauté beaucoup plus sur Perez. Je side avec elle, évidemment. Vous l'aurez peut-être compris, mais je veux dire, je pensais pas que la communauté de Tapology allait être all around comme ça. Au niveau des odds, Perez qui était devenu une descente favorite, l'argent qui a commencé à rentrer sur Chiasson ici. Puis je vous dis, j'ai un bet sur Ailin Perez à moins 163. À mon avis, c'est une bonne value. Là. Je pense que je la favorise plus que ça, même là, en termes de probabilité. Puis Chiasson, elle est sur ma blacklist. Je l'ai dit au Patreon dans le breakdown du bet, justement. Oui, j'ai vraiment une blacklist. Là, puis c'est des combattants peu fiables sur lesquels je ne parierai plus jamais. Ils m'ont burn à une ou plusieurs reprises. Puis j'ai plus aucune confiance en eux. Puis si on commence de son côté, allons-y, mais c'est Chiasson. Pour de vrai, elle a un très gros gabarit là, pour la division. Je pense qu'elle s'est battue à 145 livres aussi. Elle a déjà manqué le poids à 135. Bref, gabarit très avantageux là, pour le Women's MMA. Pardonnez-moi. Elle est arrivée là, All Black. Je pense qu'elle n'avait jamais perdu là, avant d'arriver au UFC. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Là. 1, 2, 3... 8, 5. Ouais, fait qu'elle n'avait jamais perdu avant son arrivée au UFC. Beaucoup plus d'expérience à haut niveau, faut lui donner, mais elle a tendance à fumble the bag, c'est terrible. Autant il y avait beaucoup des high expectations sur elle, puis elle a tendance à sous-performer, c'est un peu l'inverse là, pour Ailin Perez. Fait que des belles performances en arrivant, vous voyez, là, elle a des finishes, des subs, des knockouts.
Elle a perdu des combats où elle était largement favorite, par exemple. Des fois, justement, Fight IQ très douteux. Je pense même qu'elle a gagné ce combat-là, mais contre Marion Renault, à la stumble solide. Là. Le Renault est vraiment pas forte sur ses jambes, elle est sonnée. Puis Chasen la takedown, la clinch, la mène au sol, puis elle essaie pas de la finir debout. Des combats qu'elle devrait grappler et qu'elle ne le fait pas, ou l'inverse. Ou même des fights, je pense à son dernier. Son dernier, c'est contre Ketlen Vieira ici. Puis justement, c'est un red flag, à mon avis, pour le match-up qu'on a sous la main. Là. Mais vous voyez, là, Ketlen Vieira qui a 10 minutes de contrôle sur la totalité du fight. Mais pourtant, elle n'a pas de takedown. Les deux n'ont pas de takedown. Ils n'ont même pas compté ça comme des reverse. Mais c'est Macy Chasen au deuxième qui tente d'amener Vieira au sol. Puis dans son amener au sol, elle se fait reverse out scramble. Elle se ramasse sur son dos. Une fois sur son dos, c'est une vraie tortue. Elle passe la totalité du round là, au sol. Vous voyez même là, ici, il est marqué. Là, non, ça c'est dans le striking, pardon. 4 minutes 47 sur 5 minutes là, au sol au deuxième round, c'est n'importe quoi. Puis le round 3 commence, elle refait la même maudite affaire. Elle essaie encore le même takedown contre Ketlen Vieira. Elle se fait reverse out scramble. Elle passe 4 minutes 13 sur son dos, sur un total de 5 minutes. Puis d'après moi, c'est un gros problème là, pour le match-up qu'on a sous les mains. Elle est revenue contre Yana Santos, c'était une grosse favorite, j'étais de son bord. Ces deux combats-là, je la backais, j'étais sûr qu'elle allait gagner. C'était une favorite assez décente, puis finalement, elle s'est faite smoke. Puis contre Yana Santos, elle a eu des takedowns, pas beaucoup de contrôle, mais il y a beaucoup de séquences de clinch. Macy Chasen, elle a beaucoup de portée, mais elle s'en sert pas super bien. Elle a tendance à closer le range, à aller beaucoup au clinch. Oui, elle est dangereuse avec ses coudes, puis ses genoux, mais dans ce cas-là, il y en a Santos, qui n'est pas nécessairement la combattante la plus physique, qui est plus âgée aussi, qui est sur le déclin un petit peu, à mon avis. Elle se fait out-strength beaucoup dans le clinch, elle se fait brasser, elle se fait out-point à distance. Je veux dire, c'est une performance atroce, à mon avis, là, de sa part. Pour réussir à faire grand-chose. Passe proche d'avoir une sub à la fin du troisième round, il faut lui donner. Elle est capable d'appuyer sa pédale à gaz des fois, mais c'est en général trop tard quand elle décide d'y aller. Donc, ça vous donne un petit topo. Elle est capable de mixer les takedowns par-ci par-là, mais vous avez compris, là, ici, là, c'est peut-être pas nécessairement son A-game non plus. Puis du côté de Ailin Perez, un peu plus jeune, mais c'est un petit peu l'inverse. Elle est arrivée au UFC, personne n'était vraiment convaincu sur elle. Elle s'est d'ailleurs fait smoke là, son UFC début contre Stephanie Hager. Not a bad look, ça fait quand même presque, pas 4 ans, là, mais 4 ans? Non, 3 ans-ish, mais pareil. Après ça, elle s'est adaptée, changé son style contre Ashley. C'est pas du haut niveau, on s'entend, mais 10 takedowns, 60 coups significatifs, c'est quand même du gros volume de lutte puis de contrôle. Ici, 2 takedowns, 6 takedowns, 2 takedowns, 2 takedowns. Donc, vous voyez, c'est vraiment, à cette heure, elle commit à la lutte beaucoup plus. Debout, quand même smooth, mais je pense qu'elle est moins dangereuse là, qu'une Macy Chasen. Je veux dire, c'est un striking qui est décent. Son spinning back fist, il est sneaky. Elle a droppé Jocelyn Edwards là, avec d'ailleurs. Edwards, qui à mon avis est une très bonne combattante là, dans la division. On l'a vu la semaine passée, qu'il y a eu une sub, on le cache d'ailleurs. Mais vous voyez, Ailin Perez qui a takedown 6 fois Jocelyn Edwards, puis qui l'a dominé au niveau du grappling. Ça donne un petit peu une idée là, de son niveau. Contre Daria Zelezniakova, takedown, sub, premier round, arm triangle, assez impressive à mon avis. Puis son dernier combat contre Carol Rosa, qui est une combattante décente aussi. Elle a edgé avec sa lutte, encore une fois, ses takedowns, elle est capable d'aller chercher un petit brin de supériorité là, pour la carte des juges. D'après moi, elle va réussir à avoir les takedowns ici. Chasen, qui est vraiment willing d'aller dans le clinch, puis Perez qui peut avoir des takedowns, des classiques double leg, single leg, mais du clinch également. Elle a des bons trips, des genres de judo throw aussi. Elle est très créative avec ses amenés au sol. Je pense que ça va être au détriment de Macy Chasen. Puis une fois sur son dos, son get-up game, Chasen, est pas top. Là. Fait que d'après moi, on va être capable de banker le contrôle, les minutes. L'issue la plus probable, à mon avis, c'est une décision de Ailin Perez. But who knows? Peut-être une sub. Qui sait? Là, si Chasen commence à fade, à gaz out, on ne sait jamais en altitude. La fatigue peut arriver prématurément. Je dirais que c'est même mon inquiétude numéro 1 pour Perez, c'est son cardio. On l'a déjà vu ralentir un petit peu en fin de combat. Donc, si elle a de la misère à avoir ses takedowns et qu'elle doit mettre le double d'effort pour les obtenir,
qui a réussi pas à contrôler Macy Chason, ça pourrait être un petit peu plus de trouble en fin de combat. Mais d'après moi, début de fight, là, round 1, je la vois dominer. Round 2 également. C'est à fade un petit peu au round 3, ça pourrait être. On pourrait serrer les fesses, là, mais à mon avis, Ellen Perez devrait là, gagner ça. Puis Loki a un combat avec deux combattantes qui sont classées, je pense, dans la division. 8 contre 13. Puis quand même bas dans la carte, ça aurait dû être un petit peu plus haut, là, à mon avis. Mais fight très intriguant, puis j'ai bien hâte de voir. Je cheer pour Ellen Perez, puis si elle gagne, elle va nous faire son classique twerk, là, comme à l'habitude. So let's go, Team Perez for the win. Alright, next up, on a José Daniel Medina contre Ryan Gendra. Je comprends même pas pourquoi il est encore au UFC, ce dude-là. Quand on parlait de combattants qui sont là puis célèbres pour leur durabilité, c'en est un parfait exemple. Bref, un très très gros underdog. J'aime pas le price tag sur Gandra, mais il devrait cruise ici. 30 ans, 34 ans. Combat chez les middleweight. 6'1", 6 pieds. Pas une grosse différence là, de taille. Et 0.5 pouces de portée pour Medina. Communauté, vous voyez, 96% Gandra. Les odds, est-ce que ça a bougé? Moins 7,25, moins de 50. Puis pour de vrai, c'est pas que je suis high sur Gandra. Je veux dire, on le connaît pratiquement pas. Il n'y a pas d'expérience. C'est plus, je suis tellement low sur Medina. Puis pour vous donner un exemple, j'ai tout le temps des grosses pages de notes pour toutes les fights. Vous allez peut-être voir ici, là, il n'y a pas grand-chose de marqué là, pour celui-là. Par contre, il est encerclé. Medina is ass. Donc, désolé Medina, mais t'as pas ta place au UFC, à mon avis. Je sais pas encore. Je pensais qu'il était cut. Je pensais vraiment qu'il était cut. Si on regarde ici, là, on va descendre un petit peu. Qu'est-ce que Medina a fait lately? Donc, bref, Contender Series, première fois qu'on lui avait à bête, il s'est fait péter à la gueule pendant 3 rounds. Il s'est fait takedown, il s'est fait dépecer. Puis Dana White, il dit Hey, OK, you're a tough kid, man. T'en as dans le ventre, t'as donné un bon fight tout de même. Ça, il arrive de temps en temps qu'il fait ça. Puis il l'a signé. Premier combat UFC contre Zachary, il s'est fait dépecer pendant 3 rounds. Pas une très bonne défense. Autant debout que sa défense de takedown est mid. J'étais surpris que Zachary ne réussisse pas à le terminer, par contre, on va se le dire. Ensuite, Dana White, pas Dana White, mais les matchmakers l'ont jeté là. Au loup contre Ateba Gauthier, qui est un freak of nature, un gars tellement athlétique, puissant. Puis José Daniel Medina, qui a une durabilité supposément légendaire, s'est fait crack par un genou. KO, TKO, premier round. Habituellement, il mange des shots, il rit, il sourit, même s'il est banged up. Mais là, ça n'a pas passé. Il s'est fait dépecer. Puis son dernier combat, c'est un autre gros red flag. Dusko Todorovic, qui est un combattant mid, je dirais. Là. Je ne suis pas super high dessus, mais il est capable de battre le low tier de la division, comme JDM, José Daniel Medina. Takedown, premier round à souhait, puis réussi à le choquer là, sans résistance. Ça a été facile, il est passé au travers comme dans du beurre. So, qu'est-ce que José Daniel a à nous offrir, à part être capable d'encaisser beaucoup de coups de poing au visage? Pas grand-chose. Puis du côté de Ryan Gandra, Contender Series cet été, gros finish au premier round contre Trent Miller. C'était pas mal one-way traffic. Du vrai power là, dans ses frappes, on va se le dire. Mais c'est un combattant qui n'est pas prouvé. Là. Il est professionnel depuis 4 ans-ish. Pas beaucoup d'expérience. Il a crush une coupe de Cannes sur la scène régionale. Il y a eu quand même un petit peu d'opposition contre du low-level tier, même sur la scène régionale également. Il y a une seule. Il y a une sub à son actif, mais on l'a déjà vu là, on tape avoir des takedowns, être capable de les mixer. Oui, il pourrait arriver puis juste essayer de placer une bombe à Medina. Mais si son cardio est suspect, ça s'éternise. Je pense que José a probablement le meilleur cardio. Du moins, c'est une possibilité. Fait qu'à mon avis, Gandra, il devrait juste arriver. Regarde, on va faire ça easy peasy. Il take down Medina qui n'a pas de takedown defense. Puis il choke ou il ground and pound. Ça serait le easy way pour lui, à mon avis. Mais à ce prix-là, je veux dire, moins 750. Combattant 8-1 pro depuis 4 ans. UFC début. Encore une fois, là, je le répète, là, mais en altitude, vous voyez, là, c'est un Brésilien, Gandra. Son cardio, de quoi il va avoir l'air au 2-3e round. Là. Beaucoup trop de red flag là, pour le backer de façon ultra, comment dire,
j'allais dire positive, là, confiante, c'est ça le mot que je cherchais. Il devrait gagner ça. S'il perd, en fait, Gandra, c'est une fraude probablement. Mais encore une fois, il y a trop d'inconnus puis de variantes. Il devrait win, il devrait finir Medina, mais pour ma part, je vais me tenir loin de ce combat-là. J'aurais pas Gandra dans mes parlays ou quoi que ce soit. So, Gandra for the win, but be careful. Alright. Prochain combat, vraiment à l'image du précédent, beaucoup. Si on regarde ici, on a Santiago Luna, vous allez comprendre pourquoi là, dans un instant j'ai dit ça. Mais bref, Angel Pacheco, son adversaire, 7-0 pour Luna, 7-3 pour Pacheco, qui est un heavy underdog. Les odds, c'est identique pratiquement à Medina puis Granda. 21 ans pour Santiago Luna, c'est un baby. 34 ans pour Pacheco. Chez les bantamweight, la taille, Luna qui a un avantage de 1 pouce, mais aussi 4 pouces de plus au niveau de la portée. Communauté 98% du côté de Luna. À mon avis, il devrait gagner ici. Mais encore une fois, il y a juste le facteur de 21 ans, pas beaucoup d'expérience professionnelle. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Le dude est encore green, mais je pense qu'il devrait passer au travers Angel Pacheco. Ce matchmaking-là, il n'a pas été fait à l'aveugle. Je pense qu'il y a une raison là, derrière ça également. Au niveau des odds, si on regarde ici, Monsieur Luna, moins 700, moins 750. Fait que ça ressemble encore une fois assez à ça. Puis ça, on regarde un petit peu. Là. Probablement que Pacheco, vous n'avez pas vraiment entendu parler de lui. Luna, peut-être, il a fait son UFC début. Là. C'était UFC Noche en septembre contre Kwang Lee. Puis c'était je pense qu'il était légèrement favori. Puis d'ailleurs, j'avais pick Kwang Lee pour la victoire de mémoire. Là, ici, j'étais comme le kid, il a justement 20, 21 ans, UFC début. Gros stage. Il s'est fait drop ou blessé. Ils l'ont pas compté comme un knockdown. Mais il s'est fait pincer solide là, en début de combat. Ça a été un genre de flash wobble. Il a repris ses esprits assez vite. Finalement, il a réussi à knocker Kwang Lee plutôt rapidement. Puis on s'entend, Luna, oui, il démontre un striking in progress. Je pense qu'il y a une bonne lutte par contre. Là, il peut toujours aller au wrestling s'il veut, puis surtout dans ce match-up-là, je pense que c'est dans le back pocket. Subgame intéressante aussi, là, même s'il est tout jeune. Striking en développement, mais le kid, il va faire du progrès là, d'une fois à l'autre à cet âge-là, c'est sûr et certain. Il peut être un petit peu stiff at time, mais il a un sneaky power, puis il est down de trade, de mettre de la pression. C'est un risk taker, c'est de même que je dirais ça. Puis il y a un ceiling très élevé. Oui, il y a un ceiling élevé au UFC à mon niveau de démontrer ce qu'il nous montre à son âge. Je pense qu'on va le voir pour un petit bout. Je m'attends à ce qu'il soit dans les prospects futurs là, de la division. Puis du côté de Pacheco, c'est un petit peu l'inverse, là, à l'image là, de JDM, José Daniel Medina. Il s'est battu à Contender Series, lui, en 2023. Il a été signé après une grosse guerre. Un fight vraiment bon, pour de vrai, là, regardez les nombres, là, 204 à 197, les coups significatifs. C'est un all-action pack fight, c'est très très divertissant, ça peut aller dans le banger alert n'importe quand. A perdu, s'est fait drop, mais tout de même a démontré une bonne durabilité, un bon cardio, un bon volume, n'a jamais lâché le morceau. Puis Dana White l'a signé suite à ça. Il a fait son UFC début par après contre Kellen Loughran. Puis tu sais, Loughran qui n'a pas nécessairement un striking à tout casser, bon grappling. Striking, je veux dire, décent, là, mais c'est pas nécessairement reconnu pour être un power puncher ou un striker d'exception. Puis il a donné toute la misère du monde à Pacheco, qui a quand même donné un petit peu d'opposition. Vous voyez là, les coups significatifs, il a réussi à avoir un petit peu de succès, mais il s'est fait outstrike, s'est fait dominer debout. Il s'est fait takedown à souhait. Sa défensive est mauvaise, c'est pour ça qu'il compense avec sa durabilité. Il s'est fait wobble un peu à time. Fait que, si tu te fais wobble par Loughran, je pense que Luna est live là, pour passer un gros shot. Sinon, il pourrait le takedown s'il désire, à mon avis. Puis, il y a un gros lay-off. Ça fait plus que 2 ans qu'il ne s'est pas battu. Fait que je pense pas que ça va aider vraiment sa cause. Le ring rust, le peu d'expérience au UFC level. Je veux dire, oui, on parle de Luna qui a 21 ans. Il a 7 combats pro, mais lui, il est à quoi? 34 ans? Il y en a 10. Il n'y a pas une expérience énorme également. Fait que donnez-moi le prospect avec un higher ceiling. Mais encore une fois, c'est toujours risqué. Là. Pacheco, il va être là pour se battre. Il va peut-être se faire éteindre dans les premiers instants, mais
à date, sur papier, il est quand même durable. Il pourrait donner une bonne guerre. Il a un bon cardio. Luna, il y a encore plein de points d'interrogation sur lui. Le pick Santiago Luna, je pense qu'il devrait cruiser, mais quand même, là, soyez toujours prudent avec ce type-là de fight-là. Up next, on a Emmanuel Rodriguez versus Kevin Borjas. Un fight très intriguant. On a un autre prospect, un newcomer, peut-être un petit peu moins newcomer, là, on va le dire, que les précédents, dans les combats précédents. Mais Emmanuel Rodriguez qui fait son UFC début contre Kevin Borjas, qui est un combattant moyen, je dirais, mais pas de la trempe, là, justement, d'un Angel Pacheco ou d'un José Daniel Medina. Bon test pour Emmanuel là, pour son UFC début, qui est 6-0. Donc, vous voyez, tout jeune dans sa carrière. 10-4 là, pour Borjas. Heavy favorite, la cote, je trouve ça gros un petit peu, là, honnêtement. 26 ans, 28 ans pour leur âge. Un combat chez les flyweights, ça va aller vite. 5-4, 5-5, la portée. 4 pouces de plus pour Borjas. La communauté largement du côté de Rodriguez. Je suis de son côté également. Mais je ne cacherai pas que Borjas, c'est un underdog que j'ai tout de même considéré là, pick cette semaine. Si on regarde là, les odds, encore à peu près ça, là, moins 450 et plus 350. Du côté de Emmanuel Rodriguez, vous voyez, il a fait son Contender Series début, on va dire, récemment. Puis, belle victoire au premier round. 3 knockdowns en 2 minutes 12. Roque Conceição qui s'est fait drop à multiples reprises. Beau finish. Puis toutes ces victoires à Emmanuel, ce sont justement là, des finishes. J'ai ici 5 KO, une soumission. Le jeune, il bring beaucoup d'athlétisme sur la table, beaucoup de puissance pour la division. Il est là pour se battre. Il veut un finish là, dans pratiquement tous ses combats. Puis il démontre quand même d'autres belles qualités. Capacité de scramble, de survivre au sol, get up game, même peut mixer un petit peu les takedowns par-ci par-là. Puis où est-ce que je vais attirer votre attention, c'est que oui, il n'y a pas beaucoup de millage professionnel, mais il était de Ultimate Fighter récemment. C'est ici que c'est intéressant. Vous voyez, il a gagné son premier combat là, par knockout au premier round, mais il est allé à une split decision à The Ultimate Fighter. Ça compte pas dans son record official, c'est Exhibition, mais contre Joseph Morales. Joseph Morales qui est rentré dans le top 15 des flyweights, si je ne me trompe pas, et qui, à mon avis, est un cas de top 10, top 5 material. Emmanuel Rodriguez, à 26 ans, tout jeune, commence sa carrière dans martial mix. Il est allé à la décision partagée avec Joseph Morales. Vous l'avez entendu 2 fois, même Morales qui est un as du jiu-jitsu extrêmement dangereux. Le kid pour pull up une performance comme ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a souligné ça, un capper que j'ai entendu aujourd'hui, puis je trouvais ça vraiment bien dit. Tu sais, oui, il y a plein de finishes au premier round, entre autres, mais c'est probablement cette défaite-là qui est sa performance la plus impressionnante, où est-ce qu'il a vraiment été testé puis mis dans toutes sortes de positions d'eau chaude. Puis il a donné du trouble là, pour que ce soit une split decision. Je veux dire, il a tenu son bout là, du début à la fin. Là, il était là, puis il a montré des très très belles capacités dans tous les aspects de la game. Je pense que Emmanuel Rodriguez a beaucoup de potentiel chez les flyweights également. Puis de l'autre côté, on a un Kevin Borjas qui n'est pas mauvais, mais qui est inconstant. J'aurais tendance à le dire comme ça. Là. Bon striker, je veux dire, quand même smooth, très bonne capacité, il y a des bons counters, ça il faut lui donner. Si Emmanuel Rodriguez il fonce tête baissée, puis overthrow, ben Kevin Borjas, il y a un bon counter, surtout sa main arrière, là, sa main droite. Il pourrait toucher la cible, il a l'avantage de porter. Je pense que ça a l'image d'un combat compétitif, surtout early. Mais Kevin Borjas, souvent, il a été signé à Contender Series. Après ça, il a perdu par décision contre Venn. Mais au premier round, il donne quand même du trouble là, à Joshua Venn. Il a tendance à ralentir un petit peu. Vous voyez, il a outstrike Joshua Venn au premier round. Mais après ça, ça s'est corsé, là, pas à peu près. Joshua Venn qui commence souvent un peu lentement. S'est fait knocker contre Alessandro Costa. Pas le meilleur look. Puis il s'est fait knocker entre autres par des calf kicks. Il reçoit beaucoup de calf kicks, puis il est plus capable de tenir debout. Finalement, Costa qui va dans sa garde, puis qui le ground and pound pour le TKO victory. Mais tout de même, ça démontre qu'il est susceptible là, au low calf kick. Après ça, il y a eu une belle performance contre Ronaldo Rodriguez, un autre combattant mexicain. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Là. Mais si vous le voyez, vous allez le reconnaître. Là. Il y a une espèce de grosse mâchoire, puis une très grosse...
Ouais, c'est ça. Très grosse mâchoire, on va dire comme ça. Puis, belle victoire. Il y a tout de même un knockdown au premier round. Il aurait peut-être dû pusher un petit peu plus sur la pédale. Mais justement, c'est un combattant un petit peu plus low volume, at time, hésitant. Puis, c'est ce qu'on a vu aussi beaucoup dans son dernier fight contre Sumo Dayaji. Je veux dire, 16 coups significatifs en 15 minutes, là, ça fait vraiment dur. Il a lancé 44 coups significatifs. Je pense en plus j'avais un over sur ses significant strikes dans ce combat-là. Atroce, il y a eu certaines phases de grappling, certes. Les deux ont tenté 5 takedowns. Mais vous voyez, pas une tonne de contrôle là, de part et d'autre. Fait un peu gun-shy, pas constant. J'ai de la misère à lui faire confiance. Si à chaque fois qu'on le voit, il arrivait guns ablaze, puis en feu, puis let's go, là, il y a un bon volume de coups, il essaye, il push le page, j'aurais probablement pick dans ce cas-ci. Mais d'après moi, Emmanuel Rodriguez, c'est lui qui va initier l'action, qui va avoir les plus gros moments. Il pourrait toucher le chin de Borjas, ou même encore une fois les low kicks. Ça se pourrait. Fait à mon avis, le prospect, c'est un bon combat pour lui, pour son UFC début. Par contre, encore une fois, les odds, un peu too much à mon avis. Là. Oui, je le favorise, mais à moins 450-ish, je veux dire, c'est quand même très cher payé là, pour un money line. Je pense qu'il va cruise vers la victoire, mais en termes de odds, pas grand chose à faire. Des props qui peuvent être intéressantes par contre, là, d'autres types de paris, là, mais en straight money line, pas grand chose ici. So, give me Emmanuel Rodriguez for the win. Prochain combat, on a un autre banger chez les flyweight entre Felipe Bunes et Edgar Chairez. 12-6 pour Chairez, 14-8 pour Bunes, qui est un gros underdog. J'essaie avec Chairez, le surprise là, dans ce match-up-là. 30 ans, 36 ans pour Bunes. 5-7, 5-7. Les deux ont reçu le poids. D'ailleurs, je pense que les deux avaient des historiques de Miss Weight, ou du moins Chairez. Porté 2 pouces de plus pour Edgar, qui est, my God, 94% de la communauté. C'est assez élevé. On va aller voir si ça a bougé. Edgar Chairez, moins 3-10. Puis j'ai un poke Edgar Chairez to win by finish. Oui, je pense que ça va se passer comme ça. Puis si on regarde Felipe Bunes, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon fighter, honnêtement, oui, un bon niveau, mais pas pour longtemps. Il fait preuve d'un cardio très mid, du moins de ce qu'on a vu de lui dans plusieurs situations. Contre, je pense à Joshua Van, par exemple. Un début au UFC contre Joshua Van, pas facile, il faut lui donner. En 2024, premier round, on a donné une belle opposition à Joshua. Puis on en parlait juste avant, là, c'était qui? Je pense que c'était Borjas qui s'est battu contre aussi. Mais Felipe Bunes qui a eu du succès au premier round là, contre Joshua Van, a mixé un petit peu tout, le striking, on peut même aller voir les stats spécifiques, là. Vous voyez, rendre 29 à 14 les coups significatifs, un takedown sur 2, 42 secondes de contrôle. Très très bon. Ça s'est corsé au deuxième round. Il s'est fait finir d'ailleurs. Bon Muay Thai, Felipe Bunes. Manque un peu de mouvement de tête. C'est pas le plus mobile, le plus explosif non plus. Puis comment je dirais, je le considère comme un très bon hammer. Donc quand il tape sur ses adversaires puis que ça va pour lui, fine, ça va bien. Mais quand ça se corse, c'est pas nécessairement le meilleur nail. Puis on l'a vu dans ce combat-là. Joshua Van commence à travailler le body. Puis après 6 minutes, là, Felipe Bunes, 6-7 minutes, il n'y a plus de gaz. Il commence déjà à manquer de cardio, à être essoufflé. Fait que c'est pas un super good look. Surtout quand tu t'en vas te battre à je me souviens plus exactement, là, mais Mexico City qui est à 8-10 000 pieds d'altitude. Je m'attends pas à ce que le cardio de Felipe Bunes soit incroyable. Si c'est un slow pace fight, pas beaucoup de coups significatifs, d'échange de grappling, fine, je pense qu'il est capable de toffer une décision, du moins au sea level, mais en altitude, si c'est un barn burner, je pense qu'il va fade assez rapidement. Puis qu'est-ce que Edgar Chairez amène sur la table? C'est souvent des barn burners. Il y a eu un bon bounce back après contre Jose Johnson, un beau armbar au premier round. Il faut lui donner Bunes, là, oui, son striking est correct, mais il y a une subgame très opportuniste et dangereuse. 9 victoires par soumission là, à sa fiche. Il s'est fait soumettre aussi 2 fois, il faut quand même le mentionner. Mais au sol, très dangereux, no joke. Puis son dernier combat contre Rafael Estevam, il s'est fait amener au sol sans trop de résistance, mais Estevam qui a un bon grappling, il a réussi à survivre aux tentatives de soumission puis banquer le combat par décision unanime. Mais encore une fois, un combat un petit peu plus slow pace, on va dire, là, debout. Estevam qui a dominé de façon assez convaincante. Puis du côté de Chairez, ce gars-là amène le chaos.
Il y a 12 victoires chez les pros, 12 finishes. J'ai jamais vu la carte des juges quand ils gagnent. Il est déjà allé à la décision, mais ils les ont tous perdus. Donc, c'est pas un decision guy. Perdu contre Clayton Carpenter, qui est un solide prospect là, à Contender Series, et rentré short notice contre Tatsuro Taira. Donc, d'un côté, on a Felipe Bunes qui a commencé contre Joshua Van, et de l'autre côté, Cherez contre Tatsuro Taira, qui sont deux top guys de la division, le champion puis l'aspirant au titre. Bref, Edgar Cherez qui drop Tatsuro Taira au premier round. Puis un peu trop reckless, Taira qui essayait d'initier le grappling, Edgar qui drop la guillotine, mais qui réussit pas, c'était pas assez bien locké pour terminer Taira, du moins la première fois. Se fait amener au sol, contrôlé. Il réussit tout de même à survivre contre Tatsuro Taira au sol pendant l'entièreté du fight. Il s'est fait contrôler 9 minutes 53. Quasiment 2 tiers du fight s'est fait contrôler au sol par un Elite Grappler. Puis il a survécu. Fait que j'ai de la misère à voir Felipe Bunes terminer Edgar Cherez avec une soumission. Puis de l'autre côté, à la toute fin du troisième round, vous irez le voir, là, mais Edgar Cherez qui tente une autre guillotine extrêmement serrée. Pour de vrai, si le combat avait duré 20 secondes de plus, peut-être qu'il y aurait choqué Taira. C'est mon humble avis. Mais bref, à vous de vous faire la vôtre. Donc, très belle performance en short notice. Ensuite, contre Daniel Lacerda, ça c'est un peu weird. Là. Il y a la sub à thème, ça a l'air vraiment serré, mais l'arbitre il arrête avant. Il pense que Lacerda est out, mais il ne l'est pas réellement. C'est overturn, un no contest. Ils ont eu un rematch. Et là, Edgar Cherez l'a choqué pour vrai en 2 minutes 17. Grosse victoire par soumission. Et puis, combat suivant, surprise, il s'est battu contre Josh Van. Je pense que c'était à Noche. Ouais, c'était à UFC Noche. Combat excellent. Le deuxième round est épique. Allez écouter ça. C'est complètement fou. Là. Edgar Cherez qui donne la merde à Joshua Van encore une fois au premier round. Deuxième, Joshua Van qui passe à ça de finir Edgar Cherez. Finalement, il sort un spin elbow out of nowhere. Il wobble Joshua Van. Puis tu vois Joshua Van après l'elbow, il check, il est comme s'il y a la moitié de la face qui est paralysée, il ne comprend plus ce qui se passe. Ce combat-là est épique. Bref, il en a donné pour son argent là, à Joshua Van. 3 rounds de guerre. Puis il revient contre d'une grosse victoire là, par soumission première round contre CJ Vergara qui, oui, l'a soumis, mais il l'a craqué hard avec un left hook, si je ne me trompe pas, juste avant. La puissance, le striking de Edgar Cherez est no joke. Je pense qu'il est plus athlétique, il est plus rapide, il est plus jeune, il a un meilleur cardio, c'est un absolute dog. Toutes ses victoires sont par finish, puis je pense qu'il va avoir une 13e victoire par finish là, samedi. Felipe Bunes va sûrement lui donner un peu d'opposition early au premier round, mais je pense qu'il va commencer à fade plus vite que ce qu'on pense. Puis aussitôt que ça va être le cas, Cherez va take over, il va soit le knockout ou peut-être même un genre de club and sub, I don't know, mais je pense qu'il va passer au travers Felipe Bunes là, ça samedi. Puis c'est un favori que j'aime beaucoup là, sur la carte. Moins 300-ish comparé à toutes les autres, c'est moins cher payé. Puis je pense que ses chances de gagner sont à peu près là, ou même voire un petit peu plus. Next up, on a Daniel Zellhuber versus King Green qui fait son retour. Old Man King Green, 15-3 pour Zellhuber, 33-17-1 pour Green, moins 500, plus 370, encore des odds assez capotés. 26 ans pour Zellhuber, tout jeune, 39 ans pour Green. Un combat chez les lightweight, 6 pieds 1 versus 5 et 10, la portée 6 pouces de plus là, pour Zellhuber. Communauté de son côté, moi d'ailleurs également, odds peut-être un petit peu trop large à mon goût. Si on regarde, ça a changé? Non, c'est encore assez représentatif. Écoutez, mon point de vue, je pense que Zellhuber devrait cruise ici. On le sait, il a fumble de bag plus tôt dans sa carrière, mais il est encore jeune. Puis King Green, à mon avis, il est all over the hill. Si on regarde ici, là, son dernier combat, victoire par split decision, back and forth contre un Lance Gibson Jr. qui quand même low mid-level, à mon avis, a été signé dernière minute. Il me semble que c'est un short notice. Puis King Green qui réussit à avoir la win, mais split decision, c'est pas convaincant. Puis oui, il commence à ralentir à 39 ans. On le sait, le King Green, à chaque fois que je le breakdown récemment, c'est la même histoire. Là. Mais tu sais, on sait un bon striker, bon volume, bon output, pas beaucoup de power dans ses frappes.
Mais il est arrogant, il a les mains aux hanches. Sa défensive principale, ben, c'est basé sur ses réflexes et son footwork. Mais il est moins rapide. On voit là, qu'il y a un petit peu plus d'hésitation parfois ou de vitesse de réaction chez lui. Il est là pour se faire clip là, contre des bons strikers. Puis sa durabilité, on sait, là, il s'est fait KO brutalement contre Turner et Mauricio Ruffi. C'est là que je vous amène. Qu'est-ce que ces deux là ont en commun? C'est Mauricio Ruffi et Jalen Turner qui sont des strikers, oui, de très bon niveau, mais qui ont des bons avantages de portée là, sur Bobby Green. Donc son style, les mains à terre et tout, là, in-out du pocket, fine, mais contre des combattants avec beaucoup de range puis qui s'en servent bien. On voit qu'il y a de la difficulté. Donc, contre Mauricio Ruffi, vous voyez, là, 4 pouces de plus là, au niveau de la portée. Puis contre Jalen Turner, je pense que c'est comme Zell Huber, on a 6 pouces de plus là, de range. Puis Zell Huber, ben, c'est ça qu'il a, c'est son avantage de portée. C'est un bon striker, il se sert bien de son range. Des kicks très très puissants, des grandes jambes. Je pense que la défensive de Bobby Green ici, elle va avoir des failles que Zell Huber va être capable là, d'exploiter. Si ça avait été King Green, là, King Green de pré-Jalen Turner, on va dire comme ça, je pense qu'il aurait été beaucoup plus live là, pour la victoire. Je pourrais le voir gagner par split decision ici, un match serré. C'est pas mal le seul path que je le vois. Décision unanime peut-être, mais on sait que King Green a tendance à se battre très serré. Puis son espèce de tendance à faire « Ah, ça m'a pas touché » whatever. Les jeux, j'aime pas trop ça souvent. Puis écoutez, moi le premier. Puis du côté de Zell Huber, ce qui me fait hésiter justement, c'est qu'il a fumble le bag à 2 reprises. Bon prospect à 26 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Mais contre Ogden, il n'a pas show-up à ce combat-là. Ogden qui est un combattant décent, mais c'est un combat qu'il aurait dû gagner, là, à mon avis. Après ça, décision contre Lando Vannata, qui est un autre striker avec un style un peu unorthodoxe, la garde basse. Il réussit à le dropper. Décision convaincante. Soumission Christophe Yagos. Il y a une subgame sous-estimée, mais je pense pas nécessairement qu'il va initier là, le grappling dans ce combat-là. Contre Francisco Prado, belle performance. Contre Esteban Ribovic, ce combat-là, c'est un barn burner. Un des Fight of the Year là, candidate à mon avis. Là. Je me souviens plus c'était lequel en 2024, mais celui-là, il devait être dans la conversation, c'est sûr et certain. Combat incroyable. Il a perdu par split decision. Ça aurait peut-être pu aller d'un bord comme de l'autre. Mais je pense que Esteban a gagné fair and square. Puis son dernier fight contre Michael Johnson, qui est un autre vétéran de 38-39 ans. D'ailleurs, que j'avais pick Michael Johnson dans ce combat-là. Puis Zell Huber, il n'a pas show up encore une fois, mais par contre, honnêtement, Michael Johnson, je pense qu'il est moins wash qu'un Bobby Green. Oui, Michael Johnson n'a plus le meilleur chin, mais je veux dire, sa vitesse, sa puissance est encore élite. Il a une belle boxe, il travaille Zell Huber au corps. Il réussit à bien défendre Zell Huber qui envoie des power kicks du début à la fin. Michael Johnson va avoir les bras finis le lendemain. Ben, ce qui arrive, c'est Bobby Green, oui, il est capable de défendre les kicks avec ses bras, mais les mains basses, si sa réaction est un tout petit peu trop short, puis qu'il mange un power kick de Zell Huber en pleine poire, c'est good night, mon cher King Green. Je pense que Zell Huber va avoir du succès à distance. King Green va avoir peut-être plus de volume, mais Zell Huber, les plus gros moments, les plus gros coups significatifs, il pourrait clairement le pincer. Ça fait longtemps que Zell Huber n'a pas eu une victoire par KO, mais avec le menton le crack de King Green, ça pourrait peut-être être une opportunité pour lui. Mais honnêtement, si Zell Huber il perd ce combat-là, clairement que c'est pas le prospect là, qu'on pensait. Oui, il est encore jeune, il peut faire du progrès, mais il faut qu'il aille chercher cette win-là sur Bobby Green. Là, il y a quand même un point à prouver, là, à mon avis, là, dès demain. Du côté de King Green, écoutez, un vet, il se bat, il veut faire du money, I guess. Il y a plein de projets sur le side. Il va être capable de battre des low-tier guys, mais contre un striker comme Daniel Zell Huber avec l'avantage de gabarit et de portée qu'il a, je pense que ça va être difficile pour lui demain. Sauf give me Daniel Zell Huber for the win. Next up, la demi-finale, on a Marlon Chito Vera qui va affronter David Martinez. Gros fight, et je side avec le prospect Martinez, 23-11-1 pour Chito, qui n'est pas sur une très bonne séquence, 13-1 pour Martinez à moins 3-20. Quand même des cotes assez enflées encore une fois. 33 ans de Chito, 27 pour Martinez chez les bantamweight. Chito qui va avoir l'avantage de taille là, à 3 pouces et de portée à 3 pouces également. 80% des voteurs de Tapology du site de Martinez. Et voyons voir les odds.
Les odds moins 310 Martinez, plus 260 pour Vera. Puis écoutez, David Martinez, je pense que c'est un excellent prospect là, chez les Bantamweight. À mon avis, il va aller quand même loin. Il y a un bon test demain, certes, mais il revient d'un autre bon test. Vous voyez, grosse victoire à Contender Series contre Xavier Franklin. Par décision, honnêtement, je de la misère à croire comment Franklin il a réussi à toffer les 3 rounds. Il s'est fait dépecer la jambe, il a de la misère à tenir debout. Regardez ici, là, 32 low kicks, quasiment tous des calf kicks. Là. Pauvre Xavier Franklin, de la misère à marcher. Je pense que justement, demain, il pourra avoir du succès là, avec les calf kicks, M. Martinez. KO, premier round contre Simon Oliveira. On s'entend, Oliveira qui n'est pas un top guy. Mais par contre, après un combat ensuite, je pense que c'était short notice contre Rob Font et a gagné une décision unanime où d'ailleurs, à la fin du 3e round, il drop Rob Font. Il n'a pas été crédité de knockdown, mais il le blesse. Puis il est en train de placer du solide ground and pound quand le combat se termine. Puis c'est un autre cas où 30 secondes de plus, Martinez aurait peut-être eu un finish contre Rob Font. Fait que assez impressionnant. Rob Font qui est un vétéran de la game, puis à ce point-ci de leur carrière respectivement, je pense que c'est un test égal là, à un Marlon Chito Vera. Là, j'ai classifié pas mal là, un pied d'égalité là, en termes de niveau d'adversaire. Puis Martinez qui a dominé deuxième round un petit peu plus slow, mais premier round très très fort là, à son habitude. Troisième, il revient en force. David Martinez qui a un style karaté-ish. Il est extrêmement mobile, in-out. Il rentre avec des blitz, plus souvent des single shots, mais très précis dans ses offensives. Puis c'est un maître, là, à mon avis, dans l'art de toucher sans se faire toucher. Il rentre, il place un gros coup, il ressort, il n'est plus dans le chemin. Vous voyez, il y a d'autres combattants qui ont du succès avec des styles comme ça, mais aussi tout ce qu'il envoie, c'est pour blesser. C'est pas le genre David Martinez à touch, puis le gros power shot. C'est tout ce qu'il va envoyer, là, c'est pour créer du dégât puis essayer d'arracher la tête de ses adversaires. Contre des solides counter-punchers, ça pourrait être à son détriment parce que des fois, il overthrow un petit peu trop. Est-ce que c'est le cas de Marlon Vera? Plus ou moins, j'aurais tendance là, à dire. Mais je pense qu'il est plus jeune, il est plus athlétique, il est plus rapide, il a plus de output parce qu'on sait Marlon Vera, il est timide là, récemment. Là. Il est gun-shy un petit peu, hésitant, il ne met pas des gros volumes de coups ensemble. Puis Marlon Vera est reconnu pour être un slow starter. J'ai vu quelqu'un là, qui a montré les stats, un autre capper qui a sorti ça, mais je pense que depuis peut-être dans ses 10 derniers combats, Marlon Vera a gagné une seule fois le premier round, donc il commence toujours lentement, puis c'est à son détriment. Il dit toujours que j'ai changé ci, j'ai changé ça, je vais commencer plus fort. Plus d'activité, etc. Mais il ne délivre jamais la marchandise. C'est jamais fait finir. Okay? Chito Vera qui a prouvé être durable tout au fil de sa carrière. Il y a 11 défaites, mais c'est tous des décisions. Est-ce que Martinez pourrait le craquer? Je pense que peut-être. Honnêtement, son money line à moins 350, pas trop d'intérêt, moins 300-ish. Mais un petit poke, là, knockout ou nose, il cogne très très fort. Ça pourrait même être l'accumulation là, de calf kick. Qui sait? Mais je pense que Marlon, s'il veut gagner, ça va aller à la décision. Mais en fait, pour gagner, il faudrait qu'il fasse tout ce qu'il fait jamais, surtout lately. Fait que j'ai vraiment de la misère à le voir là, win ce combat-là. Il pourrait tune up au 3e round en altitude. Peut-être que Martinez pourrait ralentir un petit peu. Puis Vera, qui a un bon cardio sur papier, pourrait take over late. Mais je le vois mal gagner les 2 premiers rounds. Dernier combat contre Zahabi. Zahabi qui a une grosse win, j'ai écouté le fight, je donne ce combat-là fair and square. Premier round très serré, deuxième plus à l'image de Vera et Eman qui finit très fort. Marlon Vera qui habituellement termine ses combats forts, on aurait dit qu'il a fade un peu au 3e round dans ce duel-là. Contre Davison Figueiredo, a perdu, très 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 surprenant, s'est fait takedown, s'est fait drop, fait que oui, pouvait être durable là, au fil du temps, mais s'est fait quand même crack contre Figgy. Contre Sean O'Malley, je veux dire, oui, c'était à la décision, mais il s'est fait crack solide encore une fois. Éventuellement, toutes les guerres, tout le dégât qu'il a encaissé, ça va le rattraper. Puis on va finir par voir un Marlon Chito Vera se faire finir. Je suis pas mal sûr de ça éventuellement. Mais je pense que David Martinez, il pogne au bon moment de sa carrière. Puis qu'il va passer là, le Marlon Chito Vera test. Plus souvent qu'autrement, je pense que ça va aller à la décision. Mais peut-être un petit poke, Martinez knockout à plus, qui sait, plus 500-ish, et tout ça, on va aller voir vite fait là. Mais écoutez, si le prix est bon,
qui sait, ça pourrait être un angle intéressant pour ce combat-là. À quel point j'y crois moyen, mais la valeur est clairement là. Le Martinez knockout, plus 650, vous voyez, là, ça commence à me parler, là, du plus 650, là, un petit poke, là, who knows. Fait que, à suivre, je ne l'ai pas fait pour le moment, mais qui sait où on va s'en aller. So, give me Martinez pour la victoire. Et puis la finale, Brandon Moreno contre Loner Kavanagh qui prend le combat relativement short notice. Écoutez, j'en ai parlé avec Max à décision partagée dimanche. Mon avis n'a pas vraiment changé sur ce combat-là. Je ne suis pas certain que c'est la chose à faire pour Loner Kavanagh dans son choix de path de carrière. Mais écoutez, c'est booké. La pesée est faite, ils vont se battre. Mais je pense que c'est un Brandon Moreno spot là, ici. Loner Kavanagh. 9-1 professionnel. Quand même un gros background de kickboxing, par contre, là, pour ceux qui ne savent pas. 23-9-2 pour Brandon Moreno, qui s'est battu avec tous les meilleurs de la division, ex-champ, très très haut niveau de martial arts ici. Favori descend, mais à moins 220, je pense qu'il devrait être plus favorisé que ça. Pardonnez-moi. Puis même sur les markets, j'ai fait une story cet après-midi, là, mais il commençait à avoir du moins 190-ish. Là. Sur lui. Fait que si ça continue de descendre, là, ça va peut-être attirer mon attention. Pour un niveau là, de bet, mais écoutez, comment je vois ça, ce combat-là, on va enlever ça, on n'est pas à bonne place. Là. Mais Loner Kavanagh qui revient, un très bon prospect, à mon avis, il a du potentiel, il est jeune. Je sais pas, j'ai-tu fait le tour de l'âge et tout? Je pense pas. 26 ans versus 32 ans. Flyweight, on l'a dit. Brandon Moreno qui a l'avantage de portée et de taille dans ce combat-là avec 3 pouces de plus de range. Communauté largement là, de son côté. Puis Loner Kavanagh, il a gagné la Contender Series contre Antoine To. Belle performance, beau knockout. Contre José Ochoa, c'est un fight serré. Décision unanime, mais il y en a qui le scoraient pour Ochoa. Felipe Dos Santos, belle performance, encore une fois. Mais là, il y a eu un step-up en compétition en Charles Johnson. D'ailleurs, Loner Kavanagh qui était favori pour gagner ce combat-là, c'était UFC China. On avait des bets sur Charles Johnson à Dog Money. Et puis, Loner Kavanagh s'est fait knockout solide au deuxième round. Il a commencé fort, très bon premier round. Deuxième round, Charles Johnson qui pousse le pace, qui travaille au corps. On a clairement vu Loner Kavanagh fade. C'est un combattant qui est rapide, qui a un très bon striking explosif. On a vu son cardio là, qui était quand même douteux dans ce cas-ci. Là, quand le combat commençait à être plus dirty, puis le pace élevé, il a ralenti assez rapidement au deuxième round. Puis Charles Johnson qui a trouvé le chin. Kavanagh, justement, un peu à l'image, pas au même stade que Bobby Green, là, mais de temps en temps, il va se fier beaucoup sur ses sorties, son footwork pour se défendre. Puis dans ce cas-ci, avait les mains bien basses lors de sa sortie latérale, s'est fait clipper solide par Charles Johnson. Fait qu'il vient de sa première défaite en carrière, une défaite par un KO assez brutal. Puis là, tu prends un combat short notice contre Brandon Moreno qui est way ahead of Charles Johnson. Fait que là, il prend un gros step-up en compétition, short notice, une carte en élévation. Tu viens de gaz out après 7,5 minutes de combat contre Charles Johnson. Puis là, tu t'en vas te battre pour un 5 rounds. Tu n'en as jamais fait de ta carrière contre l'ex-champion Brandon Moreno qui opère au top de la division depuis des lustres. C'est une recette pour la catastrophe pour Kavanagh, à mon avis. S'il gagne, je veux dire, OK, on peut dire qu'il n'y a rien à perdre, entre guillemets. S'il gagne, c'est un home run pour lui, mais les chances que ça arrive sont assez faibles, à mon avis. Puis si on regarde du côté de Brandon Moreno, regardez, récemment, là, il y a une défaite par Taira par TKO, mais honnêtement, Taira, il va se battre pour la belle. Je veux dire, c'était une performance assez flawless de Taira, du moins au deuxième round. Là, aussitôt qu'il a pris le back, on a vu le niveau de Joe de Taira, sa physicalité. On peut dire aussi que Moreno commence à ralentir un petit peu, même s'il est jeune, il y a tellement de millage chez les flyweight que oui, c'est possible que c'est plus un prime Brandon Moreno, mais je pense encore que le niveau pour battre un Loner Kavanagh. Steve Erceg, décision unanime. Steve Erceg s'est battu pour le titre, qui est tout de même un bon combattant dans la division. Peut-être pas aussi haut que ce qu'on pensait au départ, mais ça reste un bon fighter. Amir Albazi, décision convaincante. Il l'a piece up sur 5 rounds. D'ailleurs, expérience de 5 rounds, Moreno en a à la tonne. Split decision contre Brandon Royval. Ça look good. Une méchante scrap qu'on a eue là, ici.
a réussi, pas réussi, pardon, là, mais a donné beaucoup de misère à un Brandon Royval. Split decision contre Alexandre Pantoja, où il a perdu son titre d'ailleurs. Décision partagée. Il s'est fait knockdown une fois, mais je veux dire, c'est toute qu'une guerre encore une fois. Puis c'est tous des fighters qui, à mon avis, donneraient beaucoup, beaucoup de mal là, à un Loner Kavanagh. Puis on parle juste de ces 5 derniers. Si on continue de descendre, Figueiredo, Cara France, Figueiredo, Royval encore. Il a combattu les Huzu. Il est super complet. Son jiu-jitsu est vraiment sous-estimé. Son grappling est nasty. Loner Kavanagh, je pense que Early, il va rivaliser avec Moreno debout. Kavanagh, il a un excellent striking. Je pense que son niveau de kickboxing est probablement supérieur là, à Moreno. Sa boxe, je pourrais pas dire. Je pense qu'au début, il y a des chances. S'il veut gagner Loner Kavanagh, je pense que ça lui prend un knockout dans les 2 premières rounds. Sinon, il va commencer à fade, puis Moreno va take over assez hard. Récemment, on a vu Moreno qui se battait un petit peu plus fermé, très penché, la tête vers l'avant. Un front kick bien placé de Loner Kavanagh, ça pourrait causer une grosse surprise, à mon avis. Mais si Brandon Moreno mind his P's and Q, qui est prudent, qui fait attention, qui a ajusté son stance, il se préparait pour un grappler, il faut quand même le souligner. Puis là, il est rendu contre un super bon striker en Loner Kavanagh. Ça change la donne. Mais je pense qu'il y a l'expérience puis il y a tous les outils pour passer au travers. Un Loner Kavanagh qui risque de fatiguer Brandon Moreno, probablement même par finish. Ça me dit rendre 4-5 peut-être. Un Kavanagh qui est gaz out, qui s'est fait brasser dans beaucoup d'aspects, après des échanges de grappling peut-être, etc. Je prévois Brandon Moreno avoir là, une victoire par finish un petit peu plus late. Mais écoutez, c'est mon pick avec une confiance quand même bonne. On ne sait jamais, là, MMA peut nous réserver beaucoup de surprises. On l'a vu la semaine passée avec Fluffy. On le voit toutes les semaines, il y a des upsets. Mais d'après moi, Moreno devrait cruise à la victoire demain. Et c'est ce qui conclut le breakdown pour UFC Mexico. Je ne regarderai pas tous les combats live. On a un show demain à Québec au Nordic Fight Club. Un show qui est one. Si jamais ça vous tente de venir voir, il va y avoir une belle soirée, beaucoup d'action. Samuel Bunch en finale contre Joseph Nabong pour le titre. Ça va être une sale guerre. Mais évidemment, on va faire nos devoirs là, pour décision partagée dimanche. Puis d'ici là, guys, je vous souhaite un super beau week-end. Puis j'espère que vous allez cacher vos bêtes. Peace!